Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 15 de ce Tour de France 2022. On va revenir sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui, bilan des bleus, top, flop. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, voilà ce que vous avez pensé de cette étape. Et puis, quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Nous avons des vidéos cyclisme, football, F1 notamment. On commence tout de suite par cette étape numéro 15. Étape numéro 15 avec des conditions climatiques très difficiles, beaucoup de chaleur. Ce qui fait qu'on a mis en place le protocole canicule, qui est un protocole un petit peu particulier du côté de l'UCI. C'est-à-dire que les coureurs avaient le droit de prendre des bidons à n'importe quel moment de la course. Et aussi que les délais de l'étape étaient à 20%, ce qui correspond à des délais d'étape de montagne. Donc pour une étape de plat, ce qui sont des délais exceptionnels. Et puis il y avait également la possibilité de prendre des bidons aux voitures neutres et aux ambulances également qui étaient équipées de bidons. Donc voilà, pour vraiment aider au maximum les coureurs, surtout les coureurs qui sont en chasse-patate comme Morkov. Aujourd'hui qui s'est retrouvé vraiment dans la pampa comme Caleb Ewan la vieille, hein, ça a été Morkov aujourd'hui. Ça va être dans ce genre de conditions, c'est assez compliqué. Du côté de Morkov, ça devrait le faire au niveau des délais. Il avait 10 minutes d'avance à 50 km de l'arrivée, en sachant qu'à un moment il y a eu quand même un petit temps mort à 10-15 km de l'arrivée, donc normalement ça devrait le faire pour Morkov, mais journée galère. Voilà, et lui aussi a été enfin s'il termine l'étape, normalement il devrait la terminer, a été un vrai combattant. Donc étape de transition assez classique, on va dire, sur le Tour de France. Assez rarement quand même le dimanche, c'est-à-dire qu'on avait quand même l'habitude souvent d'avoir quand même le dimanche un peu le début des Pyrénées. C'est-à-dire une étape pour les baroudeurs dans les Pyrénées. C'est vrai que là, cette fois-ci, on nous a mis une étape plus plate que d'habitude pour dimanche. On a voulu changer un petit peu les traditions du côté du Tour de France. Mais des fois, on avait des étapes voilà, un peu différentes qu'une étape, on va dire, un peu plus plate, même si aujourd'hui, il y a eu quand même un beau match, notamment grâce à Benjamin Thomas et Alexis Goujard face au peloton. Mais ça a été quand même une journée intéressante, même si c'était une étape de transition, même s'il a fallu attendre, il a fallu attendre vraiment 80 km pour que ça commence à s'animer, grâce aux chutes, un petit peu aussi, il faut le dire, du côté de la Jumbo, qui vont changer quand même pas mal de choses, mais aussi grâce à l'attaque de Goujard et de Benjamin Thomas qui a résisté jusqu'aux 300 mètres, le français, mais qui n'a pas réussi à aller au bout, mais on reviendra là-dessus. Donc Morkov s'est fait la chaleur, c'est vrai, donc protocole canicule, qui a été très difficile, cette chaleur à supporter pour les coureurs. Ce que ça engendre, la chaleur tout simplement, c'est déjà des échauffements au niveau des pieds, au niveau des mains. On va avoir tendance à avoir parfois des cloques, donc c'est déjà très douloureux, des brûlures parfois. Aussi forcément la chaleur, c'est une hydratation intense pour réussir à avoir le même niveau de performance. Donc on est obligé de boire énormément pendant la course. Ça veut dire également que quand il fait chaud, même si on est dans des hôtels de grande qualité, hein, il faut le dire sur le Tour de France, et que maintenant quand même beaucoup d'hôtels ont la climatisation, qui n'est pas vraiment écolo, mais c'est le fait de dormir moins bien. Quand il fait chaud, on a parfois du mal à dormir. Comme on a du mal à boire également sur le vélo, on est plus sujet aux crampes, même aux crampes nocturnes aussi du côté des coureurs. Donc forcément les nuits sont un peu moins bonnes. Au niveau des muscles, le fait d'avoir du mal à se réhydrater, c'est pas bon parce que les muscles ont besoin d'eau pour fonctionner correctement. Un muscle a besoin certes d'oxygène qui est transporté par les globules rouges dans le sang, mais ça a besoin également d'hydratation. Car par exemple pour améliorer, on va dire, quand vous faites une déchirure musculaire, pour améliorer, on va dire, la reconstruction, c'est pas mal, de boire beaucoup pour améliorer, on va dire, un petit peu le processus de cicatrisation. Et puis forcément la concentration sur le vélo. On a eu des chutes aujourd'hui dans le vélo, dans l'étape, mais foncièrement quand il y a de la chaleur, vous avez tendance à avoir, c'est un petit peu ce phénomène.
d'être un peu endormi, d'avoir l'impression d'être lent. Et la chaleur, ça vous ralentit un petit peu et forcément, ça vous le fait déjà dans votre maison. Vous êtes à l'ombre, vous n'êtes pas en plein soleil, vous n'êtes pas en plein effort. Or, quand vous êtes en plein effort, que vous êtes déjà à la limite de la lucidité, et avec la chaleur, le corps monte plus vite en température, vous montez donc plus vite au niveau cardiaque, donc vous êtes en surventilation beaucoup plus rapidement également. Et surtout, vous allez avoir tendance à avoir du mal à vous concentrer aussi sous les fortes chaleurs. C'est compliqué pour vous dire, alors là aujourd'hui encore ça va, la fenêtre est fermée, mais je peux vous dire que j'ai fait quelques vidéos, notamment au moment du Tour de Suisse, où je fermais la fenêtre et avec des très fortes températures au moment du Tour de Suisse, ça devait faire 35, 36, enfin on avait des bonnes températures. Je peux vous dire que même moi parfois pour me concentrer pour les vidéos c'était compliqué. Avec la chaleur et les coureurs, c'est sûr que c'est pas évident pour eux. C'est sûr que du côté et puis le goudron aussi, le goudron qui parfois peut fondre à certains endroits, même si il faut savoir que depuis 2003, on a quand même appris de la canicule sur le Tour de France. Ça fait quand même quasiment 20 ans qu'il y a des canicules en France. Donc, bien entendu, le Tour de France c'est préparé à ça. Donc maintenant, on arrose les routes avec de l'eau qui n'est pas potable. Je suis quasiment sûr à 95%. Et sur des citernes, et on met très peu d'eau et on le met vraiment à des endroits où le goudron fond de manière importante et sur des endroits un peu techniques, donc c'est-à-dire dans des virages, dans les courbes, pour éviter en fait l'accident de Joseba Bellocchi. Parce qu'il faut se souvenir qu'en 2003, donc la fameuse traversée de champs de Lance Armstrong, Joseba Bellocchi tombe, mais il tombe parce que c'est du goudron fondu, et le goudron fondu n'a pas du tout d'adhérence, vu que le goudron c'est du pétrole. À la base, en partie, et donc ça n'a pas du tout d'adhérence, le goudron fondu, et en plus ça colle aux roues, donc ça fait une sorte de petite couche quand ça refroidit sur le pneu, donc ça fait que le pneu après a moins d'adhérence, et donc la situation avait été, la chute de Bellocchi elle est due à la chaleur et au fait qu'on était en pleine phase de canicule ce jour-là. Parce que c'est l'une des étapes où il avait fait le plus chaud sur le Tour de France en 2003. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec 40 degrés, c'est compliqué, mais on a une concentration qui est moins bonne. Enfin, la chaleur engendre énormément de choses. On a eu aussi une manifestation aujourd'hui. Bon, je vais pas y revenir beaucoup plus sur cette manifestation, à part que c'était quand même assez drôle parce que bon, on m'a un peu critiqué dans les commentaires la dernière fois quand j'ai parlé de la manifestation. Enfin, certains m'ont critiqué dans les commentaires en me disant « t'as rien compris ». Alors, on m'a dit « t'as rien compris », on m'a dit aussi « t'as des idées de vieux ou des idées de droite ». Ça m'a fait un peu rire quand même. Et plein de choses comme ça, bien entendu avec des critiques un peu faciles. Mais du côté là j'ai adoré parce que cette manifestation, alors on n'avait pas de fumigène déjà, on avait dit parce que moi ça m'avait fait quand même marrer, c'est des fumigènes qui doivent être un truc hyper polluant et puis pas du tout bon pour la santé, je pense, les fumigènes. Vu qu'il y a des colorants, et c'est pas contrôlé comme les colorants de la bouffe, hein, les colorants autres, on va dire, en dehors de la bouffe, alors déjà dans la bouffe, il y a un peu de contrôle, mais qui est encore un peu insuffisant. Donc on veut dire qu'en dehors de la bouffe, il y a peu de contrôle. Sur les produits chimiques, ne respirez pas un fumigène à plein nez, quoi. Je pense que c'est pas l'idée du siècle. Et là, donc, ils l'ont fait, mais dans un endroit où il n'y avait personne. Donc, c'est quand même... On a l'impression que c'est Jérôme Pinault qui fait les manifestations sur ce Tour de France, parce que c'est quand même les pires plans com de l'histoire. J'ai fait de la communication, j'ai fait une licence de communication. C'est-à-dire que je sais quand même un minimum ce qu'est un bon plan de com et ce qu'est un mauvais plan de communication. Et je peux vous dire que là, cette manifestation, au milieu de rien... c'est pas un bon plan de communication, et énerver les gens, c'est pas un bon plan de communication non plus. Et embêter les gens, c'est pas un bon plan de communication. Et demander à la SNCF, pourquoi la SNCF a une aussi mauvaise image aujourd'hui ? Pourquoi les profs ont eu pendant très longtemps une mauvaise image ? C'est un peu moins le cas aujourd'hui. On s'est aperçu qu'il fallait des profs pour que les enfants puissent avoir des connaissances et qu'on évite d'avoir des générations de débiles. Mais très clairement, pourquoi ces deux professions-là ont eu une très mauvaise image pendant très longtemps ? C'est à cause des manifestations et des grèves à répétition et des grèves où on n'était pas prévenu et qui emmerdaient les gens. Et quand je dis donc la grève, la manifestation la dernière fois, c'est le plan de com le plus pourri de l'histoire, parce que croire que être dans une lutte en opposition totale
ça fait avancer les choses. Non, la seule fois où ça a fait avancer les choses, c'est peut-être les grèves de 95 et 68. Mais ça fait depuis 20 ans qu'on fait des grèves comme à ce moment-là. Ça fait depuis 20 ans que ça ne marche plus. Hein. Donc il faudrait peut-être penser à avoir de nouvelles méthodes pour faire passer des messages. La grève à l'ancienne, ça ne marche plus. Et donc la manifestation, donc, qui au final n'a pas trop embêté les coureurs pour une fois. Alors, je ne sais pas si c'était pour quel sujet, si c'était encore pour l'écologie ou pas. On m'a critiqué aussi la dernière fois sur la manifestation. On m'a dit t'as rien compris, c'est le seul moyen de se faire écouter. Le Tour de France est catastrophique en termes d'écologie. Bon. Alors, le Tour de France, déjà, ça fait partie quand même des disciplines où les gens se déplacent en charter. Je pense que c'est pas le cas des footeux et c'est pas le cas des tennispads. Donc déjà, en termes de coûts de transport, je rappelle que Romain Bardet, par exemple, pour aller au Danemark, a pris un vol long courrier traditionnel. Bon, c'est vrai que le départ au Danemark, en termes d'écologie, c'était pas l'idée du siècle. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais déjà, vous avez d'autres disciplines. C'est bizarre. Bon, le foot, c'est pas trop le cas. On a rarement vu énormément de matchs arrêtés pour ce genre de cas. Et de toute manière, pour moi, c'est qu'en termes de communication, encore une fois, si on prend d'un point de vue communication, la manifestation sur le Tour de France, mais 10 minutes après, tout le monde avait oublié. Pour vous dire, le soir même, j'ai regardé les chaînes info, parce que je regardais le foot, et pendant la mi-temps, j'ai même un peu débordé, parce que je sais plus c'était quel match qui n'était pas hyper passionnant. Donc j'ai regardé les chaînes info à un moment en zappant. Pourtant, j'ai regardé CNews. Je me suis dit, CNews, tu vois, la France, l'écologie, c'est pas trop leur truc, quoi. Tu vois, l'écologie, ils aiment bien niquer l'écologie, tu vois. Bon, l'extrême droite et l'écologie, c'est quand même un concept un peu particulier. Ils en ont même pas parlé. LCI, rien. BFM, que dalle. Et France Info, que dalle aussi. Si, moins de 6 heures après ton coup de com', il n'y a personne qui en parle, c'est que ça marche plus. Et les coups de com' comme ça, tu sais, donc les opérations coup de poing, comme je les appelle, ça ne marche plus. Enfin, voilà, il y en a tellement par jour. Enfin, c'est que les opérations comme ça, il y a les Femen qui ont fait ça il y a déjà 10 ans en se foutant les seins nus. Les seins nus, maintenant, tout le monde s'en tape. Il y a eu plein d'opérations coup de poing comme ça. Tout le monde s'en branle. Hein. Il y en a tellement par jour que ça passe inaperçu maintenant. Et donc les manifestations, là encore la manifestation aujourd'hui a passé inaperçue. Et en plus, moi je préférerais quand même que ces actions, enfin ces gens qui se font ces actions-là, il y ait du fond. Ça soit pas juste « Ah là, vous êtes pas écolo, c'est mal ». J'aimerais qu'il y ait un peu du fond, qu'il y a des idées derrière. Il n'y a pas d'idées derrière, à part l'écologie c'est bien, et vous êtes des mauvais, vous êtes de l'ancien monde. Non. Pourquoi l'association, qui était la même association qui a fait le truc lors du match de tennis, ne travaille pas avec ASO ou n'envoie pas un dossier à ASO et à la presse en disant tous les plans intéressants pour améliorer l'impact carbone du Tour de France. Ça aurait beaucoup plus d'intérêt qu'une manifestation avec 14 pécores, avec des fumigènes qui jouent à le facteur n'est pas passé, parce que ça ressemblait un petit peu à ça quand même. Bon, j'arrête avec les manifestations, de toute manière, même s'il y a une autre manifestation sur ce Tour de France, j'en parlerai plus parce que ça m'énerve énormément. Et que pendant le Tour de France, j'ai pas envie de m'énerver, et j'ai pas envie de m'énerver en plus quand je suis à 3 vidéos par jour aussi, parce que ça me nique de l'énergie. Et en plus, ça fait des vidéos longues. On passe à la note de l'étape rapidement, j'ai mis 13 sur 20. Pourquoi 13 sur 20 sur la note de l'étape ? Tout simplement parce que c'était une étape de transition. Bon, il y a eu le début d'étape qui a été intéressant, bon, encore avec Van Aert. Bon, ensuite, Van Aert s'est retiré, donc ça a été un peu plus simple. On peut même se demander pourquoi il a arrêté de rouler dans l'échappée, parce que de toute manière, l'échappée n'a jamais eu beaucoup d'avance. Donc il aurait même pu rouler derrière. Enfin, aujourd'hui, Van Aert, j'ai pas trop compris ce qu'on a essayé de lui faire faire, mais bon. Et ensuite, bon, il y a eu l'attaque de Gougeard et de Benjamin Thomas, mais en soi, l'étape, ça n'a pas été extraordinaire non plus en termes d'intérêt. Donc c'est pour ça que je mets 13 sur 20 aujourd'hui, parce que c'est correct. Voilà, c'est une étape tout à fait correcte. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, rapidement, parce que j'ai déjà un quart d'heure de vidéo, je commence avec Benjamin Thomas et Gougeard. Alors, je vais mettre le maillot de la Cofidis, mais il y a Gougeard également dans l'eau, mais c'est parce que Benjamin Thomas a duré plus longtemps dans l'échappée. C'était bien tenté, déjà, de leur part. C'était bien joué aussi, parce que Marion Rousse l'a bien remarqué, mais c'est vrai que les deux étaient l'un derrière l'autre, et donc je pense qu'il y a eu une alliance pour attaquer ensemble.
Parce que c'était pas con, parce que c'est deux coureurs qui sont des très bons finisseurs, c'est-à-dire que Boujard et Thomas savent rouler pendant des longs moments. Il manquait que Jacques Bauer et ça aurait été super. Le seul problème de cette échappée-là, c'est qu'il a manqué, à 4, je pense, ils allaient au bout. À 4, ça allait au bout. Si tu rajoutais un Jack Bauer chez Bike Exchange, qui est un peu dans ce même profil-là, et Kurt Nielsen, il a été chopé Covid. Mais voilà, il fallait être à 4, je pense. À 4, ça allait au bout. Avec 20-25 secondes d'avance. Là, Benjamin Thomas, oui, dans le dernier kilo, il est cuit. Il est cuit. En plus, avec les fortes températures, c'est compliqué. Mais ça a bien roulé avec Goujard. Il fallait le tenter. Voilà. Aujourd'hui, BNB, ils sont pas passés pour des débiles. Ils sont pas passés pour des clowns. Alors que les autres jours, ils sont passés parfois pour des clowns. Du côté de Cofidis, de toute manière, Walshall ayant été lâché, Benjamin Thomas au sprint, ça aurait été compliqué de faire mieux que entre 9 et 10, on va dire, ou 8 et 10. Donc il fallait tenter le coup pour Benjamin Thomas. Voilà, ça a plutôt bien marché. Aujourd'hui, ça apporte de la visibilité à Cédric Vasseur. Cédric Vasseur a dû s'exciter dans la voiture ou dans le bus. Voilà, et puis Benjamin Thomas, ça confirme que depuis qu'il est chez Cofidis, il fait quand même du très très bon boulot dans cette formation depuis le début de saison et que voilà, il a retrouvé des couleurs en changeant d'équipe et ça se passe très très bien pour lui du côté de la Cofidis. Donc vraiment bien joué de la part de Benjamin Thomas et puis Alexis Goujard aussi. Il a bien fait de rejoindre BNB Hotel aussi et il se sent plutôt bien dans cette formation. Plus-moins, Sagan. Pourquoi plus-moins ? Quatrième, ce qui sur un sprint comme ça voilà, c'est la place correcte, je dirais, pour Sagan en fait. C'est il y a eu une bonne équipe autour de lui, notamment Turgis, Boissanagan qui lance devant les coureurs de la Trek. Il se fait un peu manger à un moment par Van Aert à 350 mètres de l'arrivée. Il se fait un peu manger par Van Aert à ce moment-là. Et puis ensuite, il fait son sprint correctement, mais c'est sûr que devant Philipsen, Van Aert, Pedersen, ils ont peut-être un peu plus de jus et un peu plus jeune également que Sagan. Mais c'est pas un mauvais sprint de la part de Peter Sagan. Voilà, il se fait un peu manger au départ. Il finit quand même devant Van Poppel, Mozzato, Novegen, Sénéchal. C'est plutôt un sprint intéressant. Encore une fois, ça fait top 5. Peter Sagan pourra pas dire à la fin du Tour de France qu'on ne l'a pas vu. Il a tenté des choses, il a aidé l'équipe. Je m'attendais même pas à ce qu'il aide autant, notamment pour que Pierre Latour tente de sortir dans des échappées, ce genre de choses. Et puis après, il en a manqué un petit peu aujourd'hui pour aller chercher la gagne, mais il se fait quand même pas mal balader par Van Aert. Il perd un peu la roue de Pedersen, qui était emmené par Stuyven à ce moment-là. Donc c'est là où ça s'est joué. Pour Peter Sagan, pour moi, il est à sa place. Donc voilà, plus-moins. Pour Peter Sagan, et puis je termine par un flop. C'est Sénéchal. C'est plus un flop, même Quick-Step. Alors je le mets dans le bilan des Bleus, mais c'est presque plus un flop Quick-Step en fait. Quand est-ce qu'on va rouler pour lui vraiment, Sénéchal ? Parce que c'est dingue quand même. Sur une étape comme celle-là, où il y a une petite bosse, Sénéchal résiste bien dans la bosse. Alors, il passe dans les 10-15 dernières positions, mais il a quand même bien résisté. Donc il est bien placé dans la descente. T'avais quand même 45 km, un truc comme ça pour te refaire la cerise, donc c'était plutôt pas mal. À quel moment, du côté de la Quick-Step, on ne roule pas pour lui ? Enfin, je trouve ça dingue quand même. Que la Quick-Step n'ait pas tenté de le placer mieux que ça dans le final, qu'on le laisse seul. Je sais bien qu'il n'y avait pas Morkov, mais t'as quand même Badjoli, t'as quand même Cataneo, je pense qu'il était encore là dans le peloton. Alors, je vais regarder ça, mais je pense il n'était pas tout seul. Il y a un moment, faut faire le job, quoi. Ah si, non, il était tout seul. Ah non, je dis une bêtise, il était tout seul. Mais donc c'est incroyable que Honoré, par exemple, on n'ait pas réussi à faire mieux du côté de la Quick-Step aujourd'hui. Pourquoi on met autant de gens Honoré, par exemple, je comprends pas pourquoi il est parti en échappée ce matin. C'était pas son rôle. Très clairement, Honoré aussi au sprint aurait pu faire quelque chose. Hein. Mais c'est vrai que Sénéchal, s'il avait une meilleure équipe aujourd'hui, il pouvait faire un bon résultat. Il pouvait faire vraiment un bon résultat aujourd'hui, Sénéchal.
Et le fait que son équipe ait été faiblarde aujourd'hui, que vous avez alors Badjoli, il traverse le Tour de France quand même un peu comme la main visible. Parce qu'aujourd'hui, qu'il soit pas dans le bon groupe, enfin dans le groupe de devant, ouais, c'est un peu la honte. Hein. Mais Sénéchal, il aurait dû avoir du monde, quoi. Et en plus, on sait que Sénéchal, frotté, c'est pas forcément là où il est le meilleur. C'est pas son domaine de prédilection. Sénéchal, il y a des coureurs qui savent mieux frotter que lui. C'est quand même tristoun, quoi. Et oui, ça montre quand même que chez Quickstep cette année, c'est quand même pas une grande année chez Quickstep. On va encore me critiquer, mais bon, ils ont raté quand même les classiques flandriennes. Derrière, même sur les grands tours, bon, ça n'a pas été fou non plus. Hein. Il y a une victoire pour Jacobsen et Cavendish en a gagné une. Bon, super, 2 victoires d'étape sur les grands tours, hein, c'est quand même bien inférieur au rendement d'habitude. Du côté de la Quickstep, la seule, enfin, il y a eu Remco et Evenepoel sur Liège, qui a été une belle satisfaction. Et c'est vrai que le rendement quand même de la De Koninck cette année, non, de la Quickstep tout court, pardon, j'ai fait la même erreur que Jalabert. C'est pas foufou, quoi. Enfin, juste, c'est pas top et ils ont pas un rendement assez bon aujourd'hui. Donc bon, c'est tristoun un petit peu cette affaire-là quand même du côté de Sénéchal et de son équipe. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, 2 coureurs au top aujourd'hui. Je commence avec Philipsen. Enfin, Jasper Philipsen sur le Tour de France. Enfin. C'est un coureur quand même qui a enchaîné les podiums sur le Tour de France, qui avait été très bon l'année dernière. Un peu plus compliqué cette année quand même, mais bon, enfin un peu plus compliqué, en étant quand même un petit peu méchant dans l'affaire, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu non plus 150 sprints, il faut le dire. Je comprends même pas pourquoi il y a autant de sprinteurs sur ce Tour de France, alors que, on va pas se mentir, le Giro était quand même beaucoup plus favorable aux sprinteurs. C'est-à-dire que le Giro, il y avait quand même des étapes... notamment la première victoire des Démarres, c'était impossible de ne pas avoir un sprint. Bon, je trouve ça assez extraordinaire qu'on n'ait pas eu plus de sprinters sur le Giro, parce que quand tu vois... Cavendish a bien fait d'aller sur le Giro en passant, quoi, parce que sur le Tour de France, bon, ça aurait été compliqué pour Cavendish. Bon, l'intérêt, la notoriété du Tour de France, mais bon, le Giro, c'est pas mal quand même non plus. Hein. Mais bon, du côté de Philipsen, donc victoire aujourd'hui... très beau sprint de la part de Philipsen, il a pris des risques sur son sprint, mais des risques ont été payants, notamment de prendre le dernier virage à la courbe, vraiment à l'intérieur à la corde, la courbe à la corde, voilà, on va y arriver, on va faire tous les mots dans le bon ordre. C'était vraiment fort de la part de Jasper Philipsen, et il a fait vraiment du très bon boulot, Jasper Philipsen. Il a fait du très très bon boulot parce que en plus il n'est pas énormément aidé du côté de chez De Koninck dans le final, parce que De Koninck a quand même pas mal bossé en amont. Donc il s'est très très bien débrouillé dans le final. Il anticipe un peu aux 300 mètres. Il fait un petit coup de giclette, on va dire, aux 300 mètres pour prendre correctement le virage. Et puis après, il se met dans la roue de Pedersen. Et c'est vrai que c'est souvent le cas, mais le mec qui est dans la roue de celui qui emmène le sprint et qui lance le sprint, souvent c'est quand même le vainqueur. Et Philipsen, il a montré que voilà, il était costaud et surtout il avait pris la bonne position face à Van Aert. Donc c'était vraiment une belle étape de la part de Jasper Philipsen. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire à part que maintenant il n'y a plus que le Giro pour Philipsen au niveau des victoires d'étape. Hein. C'est pas mal à 24 ans. Et puis certains peuvent se demander pourquoi il a été salué par Pogačar. C'est qu'ils ont commencé ensemble chez UAE avec Pogačar. Hein. En 2019-2020, les deux étaient chez UAE pendant 2 ans et ils ont fait une Vuelta ensemble. Philipsen et Pogačar, je crois. Peut-être que je me trompe, mais ils ont fait une course ensemble. Ils ont fait des courses ensemble. La Vuelta non, parce que la Vuelta 2020, il n'y a pas Pogačar. Mais il a déjà donc remporté une victoire d'étape sur la Vuelta en 2020 et puis deux autres en 2021. Victoire donc là sur le Tour de France. Châle des Prages, Grand Prix de Denain, UAE Tour 2 étapes, Eschborn Francfort également. C'est pas mal quoi, dans le palmarès quand même de Coco, c'est déjà pas mal à 24 ans.
Voilà, bon sprinter, coureur puissant. Et puis bon, j'avais dit cette année, c'était celui qui m'avait fait la meilleure impression avec Jacobson. Bon, comme ça me permet de montrer que je me suis quand même pas totalement trompé sur Philipsen. Même si sur ce Tour de France, je commençais à être un petit peu inquiet parce que j'avais dit ça au moment de Paris, je crois. Ou même au moment de l'UAE Tour, je sais plus, j'avais dû dire ça. Et c'est vrai que derrière, on voyait pas les résultats, donc je commençais à m'inquiéter légèrement. Enfin, on voyait pas la victoire, mais là, il a été très très bon. Il avait déjà fait deuxième à Calais, on se souvient, où il avait célébré la victoire, et puis troisième à Zonderborg, cinquième à Nyborg. Et ça montre bien qu'il a progressé en boss, Philipsen, parce que à Calais, il était dans le bon groupe. Là, à Carcassonne, il y avait quand même 2400 mètres de dénivelé positif, donc vraiment, très bon job. Et voilà, Philipsen, impressionnant. Dans les boss, enfin, il a vraiment bien progressé. Et puis je termine avec Pedersen du côté des coureurs au top. C'est quand même fort, il y a 2 jours, il est dans l'échappée. Bon, il va à la gagne. Et de réussir 2 jours après à repartir dans l'étape. Et puis la Trek, bah, c'est quand même l'équipe qui anime ce Tour de France, quoi. Avec notamment Quinn Simmons, qui a encore fait un énorme job aujourd'hui à l'avant du peloton. Quinn Simmons. Mais troisième du côté de Nyborg, premier à Saint-Étienne, troisième à Carcassonne, sixième à Copenhague sur le chrono. Victoire également sur la première étape du Tour de Belgique. C'est quand même pas le Pedersen qu'on avait vu en 2021, qui avait du mal à avancer un pied devant l'autre, qui avait eu vraiment un Tour de France très très compliqué. Le Tour de France 2021 pour Pedersen, qui avait eu une année pas si simple que ça en 2021. À partir de la mi-mars, vraiment, ça avait été difficile et il y avait eu vraiment de peu de résultats. Heureusement, il avait bien fini en fin de saison, notamment grâce au Tour de Danemark. Et aussi le Tour de Norvège, je l'avais remporté une étape. Mais c'est vrai qu'il avait eu une saison compliquée et puis on était un peu inquiet pour Pedersen. Et puis il a réattaqué dès le début de saison. On se souvient notamment de ce sprint exceptionnel face à Brian Cocard. Et ça nous rend encore plus de frustration, le fait que Brian Cocard n'ait pas pu participer à ce Tour de France. Parce que quand on voit l'étoile de Bessèges, on se dit qu'on aurait pu avoir des beaux duels entre les deux. Mais il avait fait un magnifique... Enfin voilà, ils avaient eu des très beaux duels du côté de l'étoile de Bessèges. Paris-Nice, on se souvient d'un Le Palestel, il avait été très très bon au sprint. Et puis également sur le Tour de la Sarthe, il avait remporté 2 étapes avant de tomber du côté de l'étape numéro 4 sur ce Tour de la Sarthe. Mais voilà, il fait vraiment quand même une super année en ce moment, Pedersen. Et ça fait du bien et puis ça confirme quand même son titre de champion du monde. Il n'était pas là par hasard, quoi. Certains auraient pu se dire, bon oui, il n'y a pas eu de grands résultats sur les grands tours. Bon là, il a gagné des courses, des étapes sur des courses d'une semaine. Bon, Bah non, ça confirme quand même qu'il n'est pas devenu champion du monde par hasard et que c'était pas juste un jour exceptionnel. Ce qui est un petit peu arrivé à Rui Costa quand même, on va dire en comparaison, qui avait eu un très grand jour cette année-là. Enfin, qui avait fait une très grande année 2013. C'est vrai qu'après l'année 2013, bon, ça a été un peu plus compliqué pour Rui Costa ou... On peut penser à Balane aussi, qui avait été champion du monde et qui avait eu ensuite une année... c'était 2008 ou 2009, je crois que c'était 2009. Très très compliqué. On passe au bonnet d'âne. Bonnet d'âne aujourd'hui, je commence avec la Jumbo. Alors déjà, tu perds Roglic ce matin, bon, qui abandonne. Ce qui montre peut-être que le fait que je l'ai mis en flop hier, le fait qu'on l'ait utilisé très tôt, c'est qu'il avait déjà senti hier qu'il n'était pas au top de sa forme. On perd Kreuzweis sur chute. Vingegaard tombe avec Tige Benoît qui fait quand même un énorme vol plané. Et on a Van Aert qui a encore couru de manière très bizarre. Ça n'a pas été une bonne journée pour la Jumbo. Alors déjà, bon, perdre Roglic et Kreuzweis, on rééquilibre. Certains diraient ça se rééquilibre avec UAE. Oui, mais eux, ils perdent 2 grimpeurs. UAE, ils ont perdu 2 coureurs... un peu moins important, enfin qui étaient des coureurs surtout importants pour la première semaine, un peu moins importants pour le reste de la compétition. Là, ils perdent quand même Roglic, surtout Kreuzweis. Kreuzweis, c'est un élément important dans cette formation Jumbo. Et puis, du côté de la Jumbo, bah, Vingegaard tombe. Là aussi, ton leader tombe. Et surtout, alors là j'ai pas compris, vraiment, j'étais comme ça, Van Aert ne s'est pas arrêté. C'est-à-dire que t'as le maillot jaune qui tombe, tout le monde est réquisitionné. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Enfin, à part si tu joues pas la gagne au bout du Tour de France.
Mais si tu joues la gagne à la fin du Tour de France, tout le monde s'arrête. Je suis désolé. Ou Van Aert, il aurait dû être à l'arrière du peloton. Et non, lui, il a fait le sprint intermédiaire. Alors que, je rappelle qu'il avait donc, je crois, 164 points d'avance. Ça servait à que dalle de faire le sprint intermédiaire. De toute manière, à part vraiment miracle, personne n'ira le rattraper parce que de toute manière, il n'y a plus que 2 sprints. Et à Cahors, le sprint, il faudra être costaud. Donc de toute manière, je rappelle qu'un sprint, c'est 50 points. Donc pour qu'il y ait un mec qui batte Van Aert, il faut déjà qu'il remporte les 2 sprints. Voilà. Mais qui remporte aussi les 2 sprints intermédiaires de ces 2 étapes-là. Et que l'autre prenne 0 points. C'est impossible. Donc à quoi ça servait de prendre des points pour le maillot vert? On est tous d'accord que là, ça avait plus d'intérêt. Et puis, alors, certains pourraient dire, oui, c'est pour animer la course. À ce moment-là, ça avait aucun intérêt. Il fallait travailler pour Vingegaard. Et même le début de journée, c'était pas l'étape où il devait partir en échappée aujourd'hui. Et donc, il a un peu couru bizarrement quand même, Van Aert. Et surtout, il a couru tout seul. C'est-à-dire que son équipe, il s'en battait les couilles, quoi. Heureusement qu'il y a eu Christophe Laporte aujourd'hui quand même pour Vingegaard, qui a fait un énorme travail pour le ramener après sa chute. Mais oui, Van Aert, j'ai pas vraiment compris en fait comment il a couru. C'est-à-dire qu'il a un peu couru pour sa pomme quoi aujourd'hui, Van Aert. Alors c'était peut-être un choix ce matin au briefing. Bah, dans ce cas-là, du côté de Jumbo, on n'a pas eu les idées très claires ce matin. Sinon, je pense que oui, c'était pas l'idée du siècle, très clairement. Enfin, je considère que c'était pas l'idée du siècle du côté de la Jumbo. Je continue avec Bike Exchange. Je comprends pas pourquoi on a mis autant d'énergie à ramener Groenewegen. On a un peu oublié qu'il y avait Matthews, quoi. Mais oui, pourquoi on a mis autant d'énergie pour ramener Groenewegen alors qu'on sait très bien qu'un sprinter qui toxine, c'est un sprinter qui fera un mauvais sprint. Et Coco, là, il a toxiné pour rentrer dans les premières positions. Donc je comprends pas pourquoi on a décidé de rouler autant pour lui. Surtout qu'il y avait Mesgeek. Donc en soi, on bossait... Parce que ils ont quand même 3 cartes. Il y a Matthews, Mesgeek, Groenewegen. Bon, Matthews, il finit 129e. Donc il était peut-être plus là à ce moment-là dans le final. Mais tu avais toujours Mesgeek. Mesgeek, il finit à 36 secondes. Pour moi, aujourd'hui, Mesgeek, c'était une meilleure chance de faire un bon résultat que Groenewegen. Alors, Groenewegen fait quand même 6, ce qui n'est pas catastrophique, mais en soi, vu les efforts qu'il a consentis avant, on a déjà cramé notamment les équipiers pour le faire ramener, pour le ramener à l'avant de la course. Et puis pour moi, on aurait dû jouer une autre carte. On aurait dû jouer Mesgeek. Parce que foncièrement, Groenewegen, on savait que le sprint allait être compliqué pour le néerlandais. Après, ça montre quand même que Groenewegen a une bonne condition physique en ce moment, le néerlandais, parce que un peu comme Christophe, ils se sont quand même bien arrachés pour rester devant. Mais ouais, par exemple, si je compare avec Intermarché, ils ont fait sprinter Pasqualone aujourd'hui. Ils n'ont pas fait sprinter Christophe, parce que Christophe, vu comment il s'est démené pour rester dans le peloton, il a consommé trop d'énergie. Or, pour faire un bon sprint, il faut être frais. Il n'y a pas de solution, il ne faut pas avoir beaucoup de toxines dans les cuisses. Or, quand tu as fait des efforts importants, tu toxines, donc tu ne peux pas faire un bon sprint. Bon, c'est ce qui est arrivé à Groenewegen, il n'y avait pas beaucoup de puissance dans le sprint à l'arrivée. Mais je ne comprends pas pourquoi chez Bike Exchange, voilà, on a consommé autant d'énergie alors qu'on aurait peut-être pu conserver des hommes pour Mesgeek. Je termine avec Dainese, du côté de Dainese. 24e, 25e seulement aujourd'hui Dainese. C'est un Tour de France un peu compliqué quand même pour Alberto Dainese. Mais en même temps, je pense que c'est la première fois qu'il enchaîne. Oui, c'est la première fois qu'il enchaîne Tour de France Giro, et c'est son 3e grand tour d'affilée. Parce qu'il avait fait la Vuelta l'année dernière, donc c'est son 3e grand tour d'affilée à Dainese. Je pense très clairement qu'il n'y a plus beaucoup d'essence dans le moteur. Voilà. Du côté de Dainese. Alors c'est dommage parce qu'on a quand même beaucoup roulé pour lui. Bon, on aurait pu rouler pour quelqu'un d'autre. Voilà. Chez DSM, je pense qu'on a consommé beaucoup d'énergie pour pas grand chose, et du côté de Dainese, je pense que très clairement il n'y a plus grand chose dans le moteur. C'est une année qui va quand même être très intéressante pour lui parce qu'il a passé un cap.
Maintenant, il fait partie des bons sprinters, alors qu'avant, il faisait partie des espoirs. Mais oui, là, du côté de Dainese, bon, on aurait pu tenter quelque chose d'autre quand même chez DSM. Parce que là, c'était peut-être pas forcément l'idée du siècle de faire de cette manière. Parce que là, c'était un peu compliqué, quoi. Très clairement, c'était un peu compliqué pour réussir à faire un bon résultat. Donc moi, j'aurais plutôt tenté de me reposer chez DSM avant les Pyrénées qui vont être très compliquées. Essayer de garder de l'énergie pour épauler Romain Bardet. Surtout dans une journée qui était très tendue, où il y avait beaucoup de tension. Épauler Romain Bardet aurait peut-être été une meilleure idée que bosser pour Dainese. Je termine avec... je termine cette vidéo. Donc déjà, demain, journée de repos, mes vidéos sur le cyclisme féminin. Ensuite, mardi, présentation de l'étape numéro 16. J'espère qu'on n'aura pas de cas de Covid. Parce que, pour tout vous dire, je suis un petit peu inquiet, parce qu'on en a quand même eu 3 ce matin. 3 ou 2, je ne sais plus. Il y a Kort Nielsen, Simon Clark, ça c'est sûr qu'on était pris Covid. J'espère que il n'y aura pas trop de cas de Covid. Que ça soit du côté des tests UCI, donc ont l'air d'être assez facile à passer les tests UCI. Par contre, les tests en interne des équipes ont l'air d'être plus compliqués. J'espère qu'on va pas perdre un grand leader à cause de la Covid, parce que ça serait triste et dommageable. Donc on verra tout ça lors du débrief mardi. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à partager tout ça. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!